Bonjour tout le monde, merci de votre participation à ce forum numérical. Aujourd'hui, on a un profil un peu particulier. On accueille Teresa Colombi, qui est Managing Director de Ludotique. Alors, tu as un doctorat en psychologie cognitive, spécialisé en eye tracking. Tu as depuis septembre 2023 un poste de maître de conf associé au sein du labo I3S dans l'équipe Sparks. Tu as fondé et tu diriges depuis 20 ans la société Ludotique, leader de l'expérience utilisateur dans le sud de la France. C'est ça. Je te laisse Présenter, tu as un micro. Oui, je suis équipée. Merci Jean. Bonjour à tous, ceux qui sont présents en salle, ceux qui sont à distance, ceux qui vont suivre un replay. C'est un plaisir d'accepter cette invitation pour bousculer un petit peu les codes et parler d'autre chose que d'ingénierie et de technique pure et dure. Parce que je vais vous parler de psychologie cognitive. Je pense que c'est un thème qu'on n'aborde pas beaucoup à Polytech. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Parce qu'il y a quand même un lien avec le digital et l'informatique. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette petite heure qu'on va passer ensemble. Donc, comme l'a dit Jean Martinet, donc, je suis psychologue cogniticienne de formation avec une spécialisation en eye tracking. Je vais vous montrer un aperçu de ce que ça veut dire, l'eye tracking, à quoi ça sert, ce truc mystérieux. J'adore la R&D, je viens du domaine de la R&D. Et fondamentalement, même si ça fait 20 ans que j'ai une boîte, je suis un ingénieur-chercheur au fond de moi. Et j'aime travailler sur toutes les problématiques qui nous amènent à la frontière des processus cognitifs humains. Parce qu'on n'a pas encore tout compris de comment fonctionne notre cerveau, de plein de points de vue. Donc, j'aime bien travailler sur la fatigue, sur la charge mentale, sur l'erreur humaine, etc. Et comme vous pouvez aisément l'imaginer, il y a un lien entre tout ça et l'interaction aux machines. Comme l'a dit également Jean, depuis une vingtaine d'années, je dirige une société qui s'occupe de facteurs humains, qui s'occupe de UX, expérience utilisateur, enfin tout ce beau monde de terminologie liée au design centré utilisateur. Société que j'ai montée quand j'étais en deuxième année de thèse. Il y avait un concours qui existe toujours, qui s'appelle Challenge on Pouce, qui est porté par Télécom Vallée, qui est une grosse association professionnelle dans le domaine informatique, dans le 06, par l'université, par l'INRIA, etc. Et je participais à l'édition 2003-2004 qu'on a gagnée. Et c'est là où on s'est dit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de chances que j'ai un poste après le doctorat, peut-être que je peux m'occuper un petit peu en montant une boîte. Et ça m'occupe depuis 20 ans. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. Et ce que je vais vous montrer, parce que j'ai mis pas mal d'exemples concrets dans la présentation, c'est des choses réelles du boulot de mon entreprise. Mais comme vous allez le voir, Polytech n'a jamais été très loin. Parce qu'on a toujours beaucoup collaboré. Comme je suis, ce qu'on en dit en anglais, le terme en anglais c'est workaholic, donc quelqu'un qui est accro au boulot. J'ai plusieurs vies parallèles. Je suis actuellement coprésidente de Télécom Vallée, donc l'association qui nous a vu gagner le challenge il y a 20 ans. Actuellement, je suis à la présidence avec Julian Holzer. Donc, c'est un réel plaisir d'accompagner les professionnels de l'informatique de Sophia Antipolis et d'animer, de agiter le numérique azuréen avec plus de 140 boîtes adhérentes. Et comme l'a dit justement Jean, depuis septembre, j'ai officiellement un poste Polytech. Après 24 ans de vacataire, j'ai un truc un peu plus stable. Après, ça m'allait très bien un vacataire, mais disons qu'on s'amuse plus en étant mast, parce qu'on peut faire de la R&D. Donc voilà, officiellement, je suis rattachée à I3S, à l'équipe Sparks en particulier, donc au 4e étage. Donc, de quoi je vais vous parler pendant une grosse demi-heure. Après, j'ai prévu de laisser de la place aux questions-réponses parce que je suis bien consciente que je vous parle de choses un peu bizarres et un peu particulières qui vont peut-être vous interpeller. Je vais vous donner des définitions déjà de qu'est-ce que la psychologie cognitive, parce que je suppose qu'à part les gens qui ont suivi quelques cours avec moi, d'autres n'ont jamais entendu ce terme. Je vais essayer de faire le lien entre la psychologie cognitive, l'ergonomie cognitive, le digital et le boulot que je fais, qui a du sens, mine de rien. Il y a un truc qui est logique dans tout ça. Et je vais terminer avec des exemples pour vous montrer concrètement ce que ça veut dire faire de l'ergonomie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une boîte qui s'occupe de facteurs humains et qui du coup est constituée de psychologues, de sociologues, d'anthropologues et est au quotidien au milieu des ingénieurs. Ça marche très bien. La mayonnaise, elle fonctionne très très bien. Alors déjà, des définitions. Qu'est-ce que la psychologie cognitive ?
eh ben, je vais vous décevoir, mais la psychologie cognitive n'a rien à voir avec la clinique. Donc, je ne vais pas vous allonger sur un canapé et vous faire parler de votre mère. Non, désolé. Ni je vais dire quelle est votre personnalité en fonction de comment vous tapez sur le clavier. Non plus. C'est des choses qu'on m'a dit. Hein. Ah ouais, tu es psychologue cogniticienne, donc tu vas analyser ma personnalité en fonction de comment je tape. Non, désolé, c'est pas ça. La psychologie cognitive, c'est l'étude des processus cognitifs. Donc, ce qui se passe dans nos cerveaux en termes de phénomènes perceptifs, attentionnels, mnésiques. Donc, on va s'intéresser à l'attention, à la mémoire, à la perception, au traitement du signal, hein, qui est la perception. C'est un peu plus compliqué que du traitement du signal pur et dur, on va dire. Le raisonnement, pourquoi on mémorise, pourquoi on ne mémorise pas, pourquoi on se trompe, pourquoi on oublie. Le langage, comment fonctionne notre cerveau. Et si on avait le temps de rentrer dans les détails, je pourrais vous montrer qu'il y a vraiment plein de petits logiciels qui tournent dans nos têtes, hein, qui sont très, très spécialisés, très, très spécifiques. Pour le langage, par exemple, on a des aires très consacrées au langage. Hein. Une lésion dans les aires de Wernicke ou les aires de Broca va impacter de façon très spécifique et très anticipable les typologies de langage, la production de langage, la compréhension de langage, etc. Donc, on est dans un domaine scientifique, tout simplement, donc de compréhension du fonctionnement cognitif humain. Et c'est extrêmement modélisé, tout ça. Même mon but à moi, c'est d'aller le plus loin possible dans la modélisation du facteur humain. Savoir anticiper, comme bon modèle pour moi, un modèle prédictif, savoir anticiper un comportement, une erreur, une problématique, de la fatigue, etc. Le dernier exemple sur lequel on va conclure, typiquement, c'est sur de la détection précoce de surcharge mentale en milieu critique, dans le milieu naval, qui évidemment peut permettre de sauver des vies humaines, etc., etc. Donc, je vous donne juste un aperçu d'un des modèles qui existent de traitement de l'information de la part de l'humain pour vous montrer un petit peu à quel point, globalement, on a des similarités, avec des similitudes avec l'ordinateur. On a 3 gros paquets de processus cognitifs, hein, 3 grosses étapes, plus ou moins séquentielles. Je simplifie un petit peu, mais il n'y a pas de vrai cogniticien dans la salle pour me contredire, donc vous allez me croire sur parole. Donc, on a 3 gros paquets de processus, tout ce qui est perception, tout ce qui est cognition, donc traitement de l'information, et tout ce qui est conatif. Hein, le terme technique, c'est stade conatif, donc tout ce qui est comportement, tout ce qui est action qu'on va déclencher à la fin de cette boucle de fonctionnement. Donc, dans cette boucle, on va traiter une information. Pendant que vous regardez ces slides, ben, ça veut dire qu'il y a des informations qui arrivent à vos organes sensoriels, vos yeux et vos oreilles, le cas échéant. Vous allez détecter de la donnée sur cet écran. Vous allez discriminer, par exemple, les lettres qui composent un mot. Et vous allez essayer d'identifier les stimuli qui sont présentés à vous. Notamment les relier à quelque chose qui est dans votre base de données. Vous voyez, la similarité avec un ordinateur, elle n'est pas très, très loin. Donc, dans la cognition pure et dure, on a plusieurs blocs aussi. On a tout ce qui est le buffer sensoriel, donc votre buffer auditif, votre buffer visuel, qui garde en mémoire vive les informations que vous êtes en train de traiter. On a une RAM, hein, je fais vraiment des parallèles très grossiers, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, on a une RAM qui nous permet de manipuler des informations qui viennent du monde extérieur et qui va les comparer aux données qu'il y a dans nos bases, dans différentes bases, donc dans notre disque dur, donc notre mémoire à long terme. Et en fonction de ça, par exemple, si vous avez fixé, je ne sais pas moi, ce mot-là, vous allez chercher dans votre mémoire, est-ce que discrimination est un mot qui existe dans votre base de données? Oui, vous accédez au sens de ce mot-là et vous essayez de le mettre dans son contexte et de comprendre l'ensemble de la phrase en question ou du discours oral en question. En fonction de ça, vous allez choisir des actions. Bon, là, vous écoutez, donc il n'y aura pas forcément grand-chose à faire à part peut-être prendre des notes. Mais dans de l'interaction machine, ben, typiquement, je lis un nom de lien Internet et je choisis ou pas de cliquer dessus. Si ce lien m'intéresse, me semble pertinent par rapport à ma recherche, à ma requête, ben, je vais choisir une action, par exemple cliquer. Donc, je vais calculer balistiquement le mouvement de mon bras pour aller cliquer sur le lien en question. Je vais exécuter cette action et je vais joyeusement repartir sur la même boucle, sur la page d'arrivée sur laquelle je serai arrivé avec ce lien. Donc vous voyez, c'est quand même relativement proche du fonctionnement d'une machine, à un petit détail près, l'impact des processus attentionnels et émotionnels. Autrement dit, les machines ne se fatiguent pas et elles ne se trompent pas. Nous, on se fatigue énormément et on se trompe énormément. Donc le but d'un cogniticien, c'est de comprendre pourquoi. À quel moment l'attention, elle est détournée?
à quel moment on est trop fatigué pour suivre, à quel moment on est surchargé de données qui font que voilà, quoi, on va perdre du contenu, on va perdre de l'information, on ne va pas la traiter. En sachant que tous ces phénomènes-là peuvent avoir un impact négatif, bien évidemment, on peut perdre de la donnée ou mal comprendre, mais parfois positif aussi. Hein. On connaît l'effet du dis-stress, donc le stress négatif, le stress qui nous fait perdre nos moyens, mais il y a aussi le E-stress. Le stress, c'est le stress qui nous met dans le mood de la niaque. J'ai envie de réussir. Et je vais d'autant plus réussir que je suis dans ce mood-là. Si j'étais pépère, je réussirais peut-être moins bien. Donc, c'est toutes des choses qu'on connaît très bien en psychologie cognitive et qui peuvent nous permettre d'expliquer le comportement humain et encore mieux, anticiper un comportement humain à venir. Ma spécialisation, comme l'a dit Jean, c'est l'analyse des mouvements des yeux, donc ce qu'on appelle en anglais du eye tracking, donc le pistage des mouvements oculaires. Donc là, vous avez des exemples très, très rébarbatifs, mais j'y suis très attachée parce que c'est mes travaux de thèse, de ce que j'ai fait il y a 25 ans, dans un laboratoire qui s'appelait laboratoire de psychologie expérimentale et quantitative. Oui, je ne l'ai pas dit, donc j'ai effectivement un doctorat que j'ai eu à l'université de Nice, donc au laboratoire de psychologie expérimentale et quantitative. J'ai fait d'abord un DEA en psychologie expérimentale et j'ai un autre DEA en psychologie du travail et des organisations. Donc, la plupart de ce que je veux vous dire relève de la psychologie cognitive, mais évidemment, il y a un volet social et organisationnel aussi dans l'ergonomie. Je vais vous en parler également. Donc, dans ce laboratoire qui s'appelait laboratoire de psychologie expérimentale et quantitative, on mesurait des choses, on mesurait des processus. Et c'est là aussi où, à mon sens, on est vraiment dans un domaine scientifique. Parce que pour moi, la science, c'est avoir des données, avoir des hypothèses, les mettre à l'épreuve d'un point de vue expérimental, vérifier si on a raison, si on a tort, l'hypothèse nulle, les plans expérimentaux, etc., etc., etc. Et travailler avec l'humain, c'est très délicat. Donc, on a l'habitude de manipuler quelque chose de biaisé par défaut, qui est le comportement humain. Et la base de ça, c'est de pouvoir dire, à conditions équivalentes par ailleurs, on doit pouvoir prouver, mettre à l'épreuve une théorie ou un modèle et en tirer de la connaissance sur le fonctionnement cognitif humain. Donc ça, c'est les travaux d'il y a 25 ans sur l'exploration visuelle des pages avec des hypertextes. Hein. Donc ça, c'est le matériel de ma thèse, où je travaillais sur la mise en page, plutôt en ligne, plutôt en colonne, avec des notions de stress ou pas stress, des formulations différentes des pages, etc., des contenus, etc. Donc ça remonte à loin. L'eye tracker, aujourd'hui, il sert toujours dans le cadre de nos activités professionnelles et même dans le cadre de la R&D. Là, je vous ai mis un exemple plutôt classique de conseils qu'on peut faire au niveau d'une entreprise. Hein. Donc, on va enregistrer les mouvements des yeux sur leur page d'accueil, par exemple, pour savoir quel contenu attire en premier le regard, quel contenu est sauté, est-ce qu'une vidéo en autodémarrage, il captive suffisamment longtemps le regard, parce qu'elle le captive au début, c'est évident, ça bouge, donc on va regarder, mais est-ce que ça le captive suffisamment longtemps pour qu'un contenu passe ou pas, etc. Donc ça, c'est du pur conseil qu'on peut faire aux entreprises avec un eye tracker. Et là, vous avez plutôt un exemple sur la droite de mouvement des yeux dans un contexte plus de recherche. Donc là, on est dans une centrale électrique, cycle combiné gaz, pour être précis. Et on travaillait sur les processus cognitifs de l'utilisateur. Est-ce qu'il passe plus de temps à regarder ses documents papier? Est-ce qu'il passe plus de temps à regarder ses outils métiers? Est-ce qu'il corrèle les informations qu'il a sur son écran aux informations qui sont sur le papier? Comment améliorer l'interaction avec différents outils, différents écrans, différents objets métiers, IoT, etc., dans son contexte métier. Donc là, l'eye tracker peut nous servir à répondre à des questions un peu plus fondamentales que la visibilité d'un bouton, la position d'un logo, etc. Donc l'eye tracker reste aujourd'hui une technologie très puissante et quasiment pas intrusive, hein, parce qu'à part un petit calibrage au départ, je n'ai pas pensé à vous en amener, les eye trackers, mais j'aurais pu vous montrer, c'est des petites barrettes. C'est une petite barrette qu'on branche sur l'écran. Donc, à part un petit calibrage au départ, la personne, après, fait sa vie sans se soucier de l'enregistrement de ses données oculaires. Et en 20 ans, les technologies ont beaucoup évolué aussi. Donc, ça, c'est la base. C'est vraiment la psychologie cognitive. Et il y a plein de psychologues cogniticiens qui ne font pas d'ergonomie. Ils se limitent à travailler, ils se spécialisent sur des choses comme, je sais pas moi, l'amorçage sémantique, des problématiques très pointues de perception de scènes visuelles, etc. Moi, j'ai dérapé vers l'ergonomie cognitive parce que ce qui m'intéressait, c'était des problématiques très concrètes. Déjà, dans la thèse, je parlais de pages web, même si c'était des pages web, comme vous avez pu voir, très basiques, très simplifiées, très construites de toutes pièces pour les besoins de la thèse. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'apporter quelque chose d'utile dans la vie quotidienne des sociétés, de notre société et des sociétés informatiques.
Donc j'ai dérapé vers ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive, qui se base sur la psychologie cognitive, mais on est dans une dimension beaucoup plus appliquée, celle de l'ergonomie. Alors, justement, comment on passe de la psychologie à l'ergonomie? On s'intéresse à l'homme, hein. La psychologie, c'est l'étude de l'humain. La différence entre la psychologie et l'ergonomie, c'est que l'ergonomie s'intéresse à l'homme dans des contextes très particuliers, historiquement au contexte de travail. Hein. Ce mot dégueulasse qui est ergonomie veut dire les lois du travail, les règles du travail. Donc historiquement, on s'intéressait au travail humain. Les ouvrages de référence en ergonomie cognitive, c'est des travaux, même il y a une revue qui est très connue qui s'appelle Le travail humain. Donc on va aller regarder la mise en situation dans un contexte métier, l'utilisation d'une machine, par exemple dans une usine, les mouvements de la personne, les erreurs qu'elle peut faire, comment optimiser sa posture. Hein. Il y a beaucoup de travaux liés à la position physique de l'humain, etc. Donc ça, c'est de l'ergonomie dans des situations de travail. Vous allez voir, aujourd'hui, on ne travaille pas que sur des situations professionnelles. Hein. On peut faire de l'ergonomie de n'importe quel objet, contexte, situation, etc. Donc l'ergonomie, du coup, est quelque chose de très concret qui se partage en 3 branches principales. Parce que l'humain est quelque chose de complexe, donc l'humain n'est pas, très simple comme objet d'étude. L'humain, il a un corps, donc évidemment, on peut optimiser la position de ce corps dans le contexte de travail. Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'ergonomie physique ou physiologique. Hein. Donc c'est tout ce qui est les tables ergonomiques, les chaises ergonomiques, les claviers ergonomiques, les souris ergonomiques, et que sais-je encore d'ergonomique, qu'il est par rapport à la relation avec le corps humain. La posture, l'inclinaison d'un écran, la luminosité d'un écran, la luminosité externe par rapport au reflet, etc., etc. Donc on est, grosso modo, pour faire très simple, dans du CHSCT, dans de la médecine du travail. Hein? Donc voilà. Donc là, c'est plutôt des gens qui viennent de la médecine, hein, ou de la biomécanique, qui sont spécialisés là-dedans. Ensuite, il y a les 2 parties de l'ergonomie qui me sont les plus proches, parce que je vous ai dit, je viens de la psychologie du travail et des organisations. Donc, il y a une branche de la psychologie du travail et des organisations qui est donc l'ergonomie du travail des organisations. Donc, on va optimiser les organisations, le management, la communication, les process, les workflows, le dispatch des tâches. Une fois de plus, dans des usines, hein, c'est les cas les plus sympathiques à traiter, hein, c'est des choses liées au métier, quoi. Donc, les règles, la compréhension des règles, etc., pour que tout ça, ça marche mieux, hein, pour que les informations circulent mieux, que les personnes fassent moins d'erreurs, qu'elles se fatiguent le moins possible, qu'il n'y ait pas de turnover, qu'il n'y ait pas d'abandon de poste, etc., etc., etc. Et puis, il y a le volet que je vais traiter le plus aujourd'hui, parce que c'est ce que je fais concrètement depuis 20 ans, c'est vraiment la partie ergonomie cognitive. Donc, on va s'intéresser à l'humain en tant que cellule de base, pas en tant que membre d'une organisation complexe, mais en tant que cerveau à part entière, et à tous ces processus cognitifs, comme je les ai définis tout à l'heure. Donc, on va s'intéresser à la perception, on va s'intéresser à la prise de décision, on va s'intéresser à l'erreur humaine, on va s'intéresser aux stratégies de résolution de problèmes. Je suis face à une problématique, comment je vais me dépatouiller pour trouver la bonne solution. Donc là, on est vraiment sur le fonctionnement cognitif d'un individu, peu importe ce qu'il y a autour. Bien sûr, on va toujours avoir un regard sur ce qu'il y a autour, mais on est plus focalisé sur ces processus cognitifs à lui, en tant qu'individu. Vous voyez, c'est quand même assez large, l'ergonomie. Il y a vraiment pas mal de disciplines qui s'y intéressent, hein, qui apportent leur contribution. On ne peut pas être spécialiste de tout. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus depuis quelques décennies. Donc là, je vous ai mis les travaux classiques, historiques, qui ont donné un petit peu une impulsion à l'ergonomie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. On a commencé dans la Deuxième Guerre mondiale à travailler sur les cockpits d'avions pour réduire l'erreur humaine, pour que le pilote se fatigue le moins possible et qu'il se trompe le moins possible, pas parce que le pilote est très important, si ça coûte cher un pilote, mais surtout c'est l'avion qui coûte cher. Donc s'il se scratch, c'est un peu dommage. Donc ça serait bien quand même que l'humain soit aussi fiable que la machine. Donc là, si on se remet dans le contexte historique de cette époque-là, la machine, c'était le top, hein, Taylorisme et compagnie. Donc il fallait faire en sorte que l'humain soit aussi performant qu'une machine. Donc on essayait d'améliorer la productivité, on essayait d'améliorer la performance, l'efficacité, de réduire la fatigue visuelle, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Hein. Donc je vous ai mis des exemples historiques pour vous dire que voilà, c'est très ancré dans les années 40, cette mouvance-là.
mais c'est vrai encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on va s'intéresser, comme je disais tout à l'heure, à autre chose que du contexte métier, du contexte défense ou du contexte nucléaire ou autre. L'humain interagit avec beaucoup d'objets digitaux, non seulement pour le travail, mais aussi beaucoup pour le plaisir. Il y a les mêmes problématiques. Bien sûr, on va être moins attaché à la performance, mais on va quand même être attaché à comment améliorer cette interaction machine, dans un but plutôt de plaisir, d'émotions positives, de consommation, clairement, parce que le but, c'est de pousser la personne à acheter, à consommer, à s'inscrire, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, on est parfois dans des projets qui n'ont rien à voir avec des contextes critiques. Moi, clairement, je préfère tout le milieu critique, mais on peut tout à fait se spécialiser dans du loisir et des problématiques grand public, on va dire. Donc là, on a l'ergonomie orientée travail et là, l'ergonomie plutôt orientée loisir. Un dernier terme qu'il faut définir, c'est le terme facteur humain, qui regroupe un petit peu tout ça, avec des préoccupations qui peuvent être à la fois liées aux aspects cognitifs, aux aspects physiques, individuels ou organisationnels. Donc j'ai mis des couleurs différentes juste pour dire que moi je suis plutôt de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que ça c'est pas intéressant, ça veut juste dire que je ne suis ni médecin, ni architecte, ni spécialisé en génie civil, etc. Donc il y a plein d'ergonomes et plein d'experts facteurs humains qui sont vraiment dans ces problématiques-là. Moi, je suis sur l'aspect cognitif, que ce soit au niveau individuel ou organisationnel. Mais en tout cas, moi, là où je peux apporter de la valeur ajoutée, c'est le montage d'un protocole expérimental pour être sûr de ce qu'on raconte en termes de données, l'optimisation de l'interaction machine, que ce soit du tactile, du gestuel, du vocal, etc., etc., ou tout ce qui touche de près ou de loin au processus cognitif et aux sciences cognitives au sens large. Le but étant aujourd'hui de construire des produits digitaux centrés sur les utilisateurs. Parce que le but est toujours, pour moi, le même. Qu'on travaille sur une usine ou qu'on travaille sur un jeu vidéo, le but, c'est de répondre aux besoins des premiers consommateurs de ces supports, de ces interactions-là, qui sont les utilisateurs finaux. Et quand on est dans le milieu technologique et qu'on regarde les utilisateurs, on se rend compte très vite qu'ils n'achètent pas la technologie. Ils s'en fichent de la technologie, ils n'achètent même pas un produit, à vrai dire. L'utilisateur, le consommateur, il achète l'expérience que le produit lui permet de vivre. L'utilisateur achète l'expérience de jeu vidéo. Il n'achète pas le jeu pour avoir un jeu. Il achète le jeu pour s'amuser, pour passer du temps avec les potes, etc., etc. Donc, du moment où on arrive à mettre ça comme priorité, le plaisir ou la productivité ou tout autre enjeu lié à l'humain, mais on change de perspective. Au lieu de penser au code, qui doit être bien fait, je n'ai rien contre le code, mais au lieu d'avoir comme seule et unique priorité de faire du bon code, on a comme première préoccupation faire en sorte que l'humain soit à l'aise, que l'humain comprenne, que l'humain réagisse correctement, que l'humain adopte, que l'humain apprenne le plus vite possible, etc., etc., etc. Ça, c'est notre contrepoids. Ce qu'on apporte dans les projets informatiques, c'est ce contrepoids-là, de dire attendez, est-ce qu'on a pensé à tout ça? Parce que malheureusement, dans l'informatique, des fois, il y a encore beaucoup de gens qui pensent techno et uniquement techno, et qui s'inventent les use cases a posteriori. Ah oui, ça pourrait servir à ça. Oui, mais en fait, non, tu n'en as aucune idée d'à quoi ça va servir. Donc voilà, donc nous, on est là vraiment pour essayer de comprendre comment améliorer l'expérience que l'utilisateur va vivre. Parce que si on ne la comprend pas, de préférence en amont, avant d'avoir conçu, ben on constate ce genre de choses. Ça, c'est une image qui vaut 1000 mots. Là, vous avez passé du temps et de l'argent à goudronner une route qui est useless. Parce que les gens font autrement. Alors que si vous avez pris le temps de regarder où les gens veulent aller, peut-être que vous auriez vu que les gens ont tendance à aller par là, il doit y avoir un super truc. Ou alors c'est un raccourci, ou que sais-je encore. En tout cas, là, ce gap-là, c'est typiquement un écart dans notre jargon entre la tâche prescrite, on dit aux gens qu'ils doivent aller par là, et la tâche observée. Les gens s'en fichent complètement et ils font leur vie. Quand il y a un gap de ce type-là, clairement, il y a un problème d'ergonomie qu'il faut arriver à comprendre, parce qu'on ne sait pas, je ne sais pas vous dire pourquoi les gens font ça, dans le cas échéant, mais il faut le comprendre. Et moi, ce que je vois tout de suite, c'est un gaspillage de temps et d'argent. Parce que ça fait 20 ans que j'ai une boîte et que voilà, j'ai une déformation professionnelle, les étudiants l'ont bien vu, je réfléchis d'abord argent. Parce qu'on est là pour apporter de la valeur ajoutée et toute prestation coûte des sous. Donc si on peut éviter d'en gaspiller, c'est mieux. Donc là, il y a clairement un gaspillage et même, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut refaire de la pelouse ?
en sachant que peut-être dans 6 mois, il va être redéglingué à nouveau. Est-ce qu'il faut goudronner par là? Est-ce qu'on enlève ce goudron-là? Est-ce qu'il sert à quelque chose? On ne sait pas. Donc, des fois, même dans des situations aussi banales que ça, on manque de recul sur l'humain, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils fonctionnent? Où c'est qu'ils veulent aller? Par quel chemin ils veulent y aller? Qu'est-ce qui est logique pour eux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Etc., etc. Et c'est là où, justement, on regroupe toutes ces préoccupations sur le grand terme de User Experience, UX, donc expérience utilisateur. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de 3 heures sur l'expérience utilisateur, on n'a pas le temps. Si c'est des choses qui vous intéressent, on pourra approfondir ça avec plaisir. Il y a même des cours que je fais ici qui parlent de tout ça en détail. Je vous montre juste un aperçu de toutes les problématiques qu'il peut y avoir derrière parce que c'est quand même relativement large. Faire en sorte qu'il y ait une bonne expérience utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne expérience utilisateur? Ça va être une problématique de utilisabilité des boutons ou de l'interface, comme ça peut être une problématique d'accessibilité de contenu, au sens de j'ai un handicap visuel, je ne peux pas profiter des magnifiques contenus que ce site ou cette plateforme me met à disposition. Ça peut être une problématique de désirabilité. Les contenus sont là, ils sont accessibles, mais c'est méga moche, ça ne me donne pas envie. Bref, c'est quand même hyper large le nombre de problématiques sur lesquelles on peut travailler. C'est pour ça que c'est un métier en plein essor, en pleine évolution. Je vous mets juste une diapo pour citer un des pères fondateurs. Ce n'est pas le seul, mais c'est quand même un vieux bonhomme qui a beaucoup contribué à la discipline et que je cite souvent dans les cours. Et ce bouquin-là, il est vraiment à la portée de n'importe qui, donc je vous le conseille chaudement. Il s'appelle « Le design des choses de la vie de tous les jours ». Je ne sais plus le terme français, le titre français qui a été donné, mais en tout cas, c'est un bouquin qui est truffé de photos de lavabo, de portes, d'objets qui devraient être simples, parce qu'une porte n'est pas censée être très compliquée, mais qu'on se prend sur la tronche ou qu'on n'arrive pas à ouvrir ou fermer parce qu'elles sont mal faites. Donc, il y a vraiment beaucoup d'améliorations qu'on peut apporter aux objets de la vie de tous les jours. Et figurez-vous, dans une centrale nucléaire, si déjà une porte, ça ne va pas, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer dans une centrale nucléaire. C'est relativement compliqué. Donc, il y a besoin d'optimisation, il y a besoin d'intérêt pour les besoins des utilisateurs, il y a besoin de travailler sur la simplicité, sur l'élégance, sur le plaisir, sur la productivité, sur l'erreur humaine. Il y a vraiment énormément de problématiques liées au processus cognitif humain qui font que on est dans un métier qui est très porteur et de plus en plus demandé. Ça fait 25 ans que je suis dans le milieu. Il y a 25 ans, les gens ne comprenaient pas. Quand je disais ergonomie, les gens comprenaient agronomie. C'était dur. Aujourd'hui, tout le monde veut de l'UX. Alors, ergonomie, tout le monde n'en veut pas. Ergonomie, ça fait toujours moche. La loi du travail, c'est pas très vendeur. Par contre, UX, ça c'est hype. Alors, je suis UX designer. Ça, c'est très hype. Tout le monde en veut. Et au-delà de l'effet de mode, il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin. Et justement, je vais conclure là-dessus avec quelques exemples de projets de avant-après ou de comment on s'y est pris pour faire les choses, pour vous montrer l'intérêt concret de cette discipline, aussi bien dans des projets très basiques. Un des premiers exemples que j'ai mis, c'est un projet client sans vrai enjeu d'innovation, et des projets un peu plus touchy, avec de la vraie R&D à la clé. Alors, pour commencer, j'ai mis quelques slides des cours que je fais ici, donc parce que tout ça est truffé de modèles, de normes, de référentiels qui existent. Donc là, je vous ai mis la loi de Fitts, la loi de Hick. C'est des choses qui existent et que tout bon informaticien peut comprendre sans aucun problème. C'est des bonnes pratiques pour optimiser, par exemple, le fonctionnement d'un menu ou le nombre d'éléments sur un écran, pour faire en sorte que l'utilisateur ne perde pas de temps ou n'hésite pas et ne se fatigue pas dans la recherche de la fonctionnalité qu'il lui faut. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de ces slides. Je vous invite à venir en cours si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a énormément de référentiels qu'aujourd'hui on doit partager avec tous ceux qui réalisent des interfaces, tous les front-end, toutes les personnes qui sont au contact avec l'interface utilisateur, parce que c'est des choses qui sont dans la littérature depuis des dizaines d'années. Donc, on a beaucoup de recul. Et on a aussi beaucoup de techniques plus ou moins connues, en tout cas dans notre milieu, sont très connues. Là, je vous ai mis une fiche persona et un morceau d'expérience map. C'est des techniques qui nous permettent de modéliser les utilisateurs. Donc, ça doit parler aux étudiants que j'ai eu en cours, parce que c'est des choses que n'importe qui doit pouvoir arriver à faire, se mettre en empathie avec un public cible, recueillir des données terrain et arriver à dire, voilà, mon public cible, il a tel ou tel besoin, il rencontre aujourd'hui telle ou telle difficulté, il a telle ou telle envie,
comment je peux répondre, comment je peux limiter son stress, limiter sa fatigue, limiter ses erreurs, améliorer son quotidien. Donc une fois de plus, au lieu de faire du techno-push, on doit se mettre en empathie avec l'utilisateur et essayer de résoudre ses problèmes. Et ça, c'est une autre diapo que j'utilise beaucoup dans les cours, donc les étudiants ils la connaissent par cœur, c'est la problématique des pain points. Pour moi, la mission d'un UX designer, c'est de limiter, si possible, éradiquer les pain points, c'est-à-dire toutes les choses qui irritent l'utilisateur, qui peuvent lui poser des problèmes de fond. Par exemple, le produit actuel ne me permet pas de faire mon travail correctement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement gênant. Et ça, c'est des choses qu'on entend dans les projets. Donc, des interfaces qui sont tellement mal faites qu'on fait le boulot en papier. J'ai déjà vu des logiciels métiers tellement complets que les personnes utilisent la calculette et Excel. Ce qui est débile, mais le logiciel est trop compliqué. Il leur empêche de faire leur travail. Donc ça, c'est un besoin de base. Des fois, on a des remarques de un peu plus haut niveau. J'ai peur de faire des erreurs, donc j'hésite, je reviens en arrière, je consulte la documentation, je demande à un collègue. C'est pas bon non plus, c'est des pertes de temps. Ça veut dire qu'il y a un besoin de maîtrise derrière, que l'interface n'est pas assez guidante, n'est pas assez rassurante, et qu'on a encore des efforts à faire. Peut-être qu'elle fonctionne très bien, une fois de plus, d'un point de vue technique, elle est peut-être nickel. Il n'y a aucun bug, ça fonctionne, c'est fiable, c'est stable, c'est tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas là pour apporter de la technologie, on est là pour résoudre des problèmes de l'utilisateur. C'est ça le switch, le changement, le paradigm shift que je demande aux ingénieurs de faire, c'est d'arrêter de se positionner en tant que fournisseur de technologie. On est là pour fournir des solutions aux problèmes de l'utilisateur. Et quand on fait ce switch-là, on change totalement de point de vue et de façon de travailler. Donc, j'en arrive aux 3 exemples que j'ai sélectionnés. J'ai pris 3 domaines très, très éloignés les uns des autres, avec des problématiques justement assez diversifiées. Le premier exemple est très terre-à-terre, on va dire, sur des problématiques d'interface pédagogique, qui n'a pas vraiment de grosse innovation. Donc, on était sur un logiciel de ce type-là, qui, une fois de plus, fait le taf. C'est un outil pédagogique qui va servir à la fois aux professeurs et à la fois aux élèves. Donc, on était sur du 2e cycle, donc des élèves, par exemple, de 6e ou de 5e au collège. Donc, le professeur met des ressources pédagogiques dans l'outil et demande aux étudiants, aux élèves, de faire des exercices. Donc, il y a du blended learning, donc il est utilisé partiellement en classe et partiellement pour les devoirs, l'outil, et il fait absolument ce qu'il doit faire. Sauf que l'interface est très, très froide, ça donne pas très envie, et elle est centrée ni sur les besoins de l'utilisateur, ni sur les besoins du prof. C'est une interface technique qui vous donne des ressources, des parcours, des exercices et point barre. Donc, déjà, en tant que prof, on a moyennement envie de s'en servir, et je peux vous dire que quand vous avez 13 ans, vous n'aurez pas d'envie de l'ouvrir à la maison. Donc ça, c'est un exemple d'une partie du travail d'un UX designer. C'est une maquette, donc c'est une maquette fonctionnelle, dans laquelle on va retravailler la mise en forme, la mise en page, la structure. Et là, on a fait beaucoup de gamification. La gamification, ça apportait du plaisir, ça apportait du challenge, ça apportait du fun, ça apportait quelque chose, notamment dans un contexte qui s'y prête, parce qu'on est sur des matières qu'on apprend à l'école, donc c'est facile d'avoir des notions de notes, de classement, de score, de reward, etc. Donc c'est génial de pouvoir rajouter une dimension ludique. C'est très facile de rajouter une dimension ludique sur ces contenus-là. Donc ça, c'est un travail fonctionnel qui est fait avec les développeurs aussi pour vérifier que tout ça est réalisable. C'est codable et ça peut fonctionner. Et avec les utilisateurs finaux pour vérifier qu'ils comprennent, ils adhèrent, ils acceptent, ils trouvent ça bien, etc. etc. Et ça, c'est le résultat final. Donc cet écran et cet écran sont totalement isofonctionnels. Il y a les mêmes choses dedans, les mêmes parcours, les mêmes ressources pédagogiques, les mêmes outils. Vous avez 13 ans, vous préférez celui-ci ou l'autre? Je vous laisse juger. Voilà, donc on a piqué des bonnes pratiques dans du jeu vidéo pur et dur d'ailleurs, dans ce projet-là. On a piqué des bonnes pratiques à la Fortnite, donc on va avoir des rewards en fonction du niveau, des achievements de l'élève. Donc il aura droit par exemple au chapeau plutôt qu'aux lunettes de soleil, qui servent strictement à rien, ça sert juste à dire aux copains à côté, tiens regarde, moi j'ai les lunettes de soleil parce que j'ai réussi mes exos de français. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et la suite de ce projet-là, elle est toujours en cours. C'est dans le programme, le P2IA, donc le programme d'innovation en intelligence artificielle pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on est en train de finaliser ces interfaces. Donc là, vous avez une version d'écran pour les élèves et ça, c'est la version pour les profs
avec du coup de l'IA qui leur donne des feedbacks sur la progression des élèves, les scores qu'ils peuvent avoir à telle ou telle matière et les besoins de renforcer la pédagogie sur tel ou tel aspect pour tel ou tel enfant. Donc ça, c'est un projet assez classique, assez simple, on va dire, avec une méthodologie relativement éprouvée et rien de particulier à faire. On va regarder des choses un peu plus challengeantes. Donc ça, c'est un projet que j'adore, qui est très très vieux, vous allez voir. Mais c'est un des premiers projets qu'on a fait avec Polytech, avec I3S. Donc on est en 2009, donc très très vieux projet. Et on s'intéressait avec les collègues I3S à l'informatique ambiante, comme aujourd'hui encore. Et on voulait travailler sur de la continuité de service. Donc faire en sorte qu'un opérateur, donc je vais vous montrer, on est dans le domaine de l'eau. Donc les opérateurs sont des fontainiers, donc des gens qui se déplacent pour fermer des vannes, ouvrir des vannes, etc. Donc on voulait apporter aux fontainiers des services intelligents à la carte et déployés au bon moment sur le bon support. Ils avaient déjà pas mal d'informatique à l'époque. Ils avaient des pads, ils avaient des ordinateurs, ils avaient des appareils photo, etc. Et tous ces objets ne se parlaient pas entre eux et n'apportaient aucune intelligence contextuelle à l'utilisateur. Donc, à cette époque-là, on a commencé à travailler sur comment apporter quelque chose de pertinent et d'utile aux utilisateurs. Et on a réussi à mettre sur des profils utilisateurs très, très rationnels, des personas qui n'en avaient rien à faire de l'innovation, qui n'étaient pas accros du changement, qui n'étaient pas accros de la technologie, des Google Glasses bricolés par les collègues d'I3S, parce que Google Glasses est sorti sur le marché en 2012. Donc là, on est avant la sortie Google Glasses, donc ça a été créé chez I3S, ce support-là, et on a réussi à leur mettre ça sur la tête et leur faire dire « waouh ». Comment on a fait ça? Eh bien, tout simplement en travaillant sur leurs besoins, en fait. Parce que clairement, ce profil-là, il n'est pas très fan de techno. Donc, on serait arrivé en disant « on va vous mettre un casque sur la tête », ils n'auraient pas spécialement trouvé ça intéressant. Par contre, quand on les a vus travailler, je vais vous passer rapidement quelques morceaux de vidéo, c'est là où on a pu voir leurs pain points. Et quand on voit les pain points, on sait qu'on peut apporter des solutions. Parce qu'on a fait quoi? On est rentré en empathie avec les utilisateurs, on a fait énormément de journées avec eux. Donc, on est sorti dans la camionnette avec notre casque et notre gilet jaune, et on a fait des arrêts d'eau, des interventions dans la voirie. Donc là, on a un fontainier qui nous explique comment il va fermer des vannes, etc., etc. Et on les suit au quotidien dans leur mission. Donc là, on a un exemple où tout se passe bien. Pourtant, l'arrêt d'eau était quand même relativement complexe. Il y avait pas mal de vannes à chercher. Mais si les vannes sont faciles à trouver, on les trouve, on les manipule. Si elles ne sont pas cassées, si elles n'ont pas de problème, tout se passe bien. Et on n'a pas besoin de plus que ça en termes de technologie. Parce que voilà, notre bouche à clé nous suffit amplement. Et notre bout de papier nous suffit amplement. Donc, sur des cas de ce type-là, aucun souci. Par contre, je vais essayer d'avancer sur la vidéo. On a des cas un peu plus rigolos. Enfin, pour nous, en tout cas. Pas pour les pauvres, mais pour nous, c'était plus rigolo. Voilà, donc là, on est sur un scénario qui devait se passer sans aucune difficulté. Il y a un micro-arrêt d'eau à faire. Donc, on avait vraiment 2-3 vannes à contrôler. Parce qu'il faut les contrôler en amont de la fermeture. On ne va pas fermer l'eau sauvagement. On vérifie les vannes avant. Et là, on ne les trouve pas. Et c'est là où nous, on se dit, il y a un pain point. Parce que là, il y a des heures de boulot de perdu. Il y a des infos qui ne sont pas au bon endroit. Donc, le SIG est à mettre à jour. Enfin, il y a tout un tas de problématiques. Et le pauvre bonhomme, il commence, là, je vais vous montrer toute la vidéo, et au bout d'un moment, il était chargé comme un âne. Il y avait la bombe à spray, la poêle à frire, l'ordinateur, l'appareil photo, le palme et tout pour ne pas trouver la vanne en question. Donc lui, il était furax et nous, on jubilait parce qu'on s'est dit là, on a un pain point et la technologie peut apporter une solution à ce pain point. Donc je vous passe les détails, on reviendra dessus si vous voulez dans les questions-réponses, mais voilà. Notre objectif, c'est de identifier les besoins, identifier surtout le persona le plus sensible aux innovations qu'on va apporter, celui qui est le plus critique en fait. Et le plus sensible, ce n'est pas celui qui est passionné de technologie. Lui, on va lui vendre n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Le plus critique, c'est celui-là. C'est celui qui n'en veut pas de la technologie et qui va, dans un projet normal, dire « Ah oui, mais je vais pas utiliser, c'est pas pour moi, c'est pour les autres ». Et qui, du coup, va faire capoter le projet, en fait. Donc, c'est surtout ces utilisateurs-là qui sont importants à choyer et à comprendre pour nous.
Donc, on a modélisé toutes leurs tâches. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais on a fait tout un travail de modélisation de qu'est-ce qu'ils font, quand ils le font, comment ils le font, avec quels outils, est-ce que les outils actuels sont performants, est-ce qu'ils sont améliorables d'un point de vue informatique, oui ou non. Donc voilà, ça c'est des exemples, des arbres de tâches de ce boulot-là. Et puis on a identifié du coup des scénarios qui posaient problème. Je pars de mon bureau avec mon papier, je ne trouve pas les vannes. Mais si j'arrive toujours pas à trouver les vannes, même en faisant une extension de bief, donc en disant que je vais fermer les vannes en amont et en aval de celles qui étaient censées être fermées, si j'arrive pas, j'ai perdu un temps monstrueux. Alors qu'avec la continuité de service qu'on a imaginé, de 1, je peux partir de chez moi avec une tablette. Je vous rappelle, on était en 2011, hein, donc les tablettes, ça n'existait pas. Mais je peux partir de chez moi avec une tablette, donc du coup avec de l'information qui est forcément à jour et où je peux changer ma carte, où je peux avoir des infos que je n'ai pas forcément sur papier. Et si j'ai un souci, je peux utiliser de la réalité augmentée pour identifier plus aisément la vanne ou l'information dont j'ai besoin. Et si jamais j'ai plus de batterie, parce qu'il faut toujours penser au mode dégradé, c'est là où la continuité de service joue un rôle aussi. Je peux récupérer l'information qui était sur la tablette et l'afficher, par exemple, sur le GPS de la voiture ou dans les lunettes. C'est là où on a intérêt, justement, à avoir quelque chose d'interconnecté. Je vais vous montrer très rapidement les collègues d'I3S, parce que du coup, ce n'est pas un vrai Fontanier que vous allez voir, c'est un collègue d'I3S. Tout matériel XP de l'époque, vous voyez les GPS de l'époque, hein, c'est vraiment une époque dans laquelle tout ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est assez logique d'imaginer ce genre de solution, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc ça, c'est la plateforme technique qu'à l'époque, on appelait WComp, qui est un tisseur d'applications qui va dynamiquement identifier les éléments qui sont actifs dans le contexte de l'utilisateur et y associer les services qui ont du sens en fonction de la tâche que l'utilisateur est en train de réaliser. Donc, par exemple, quand la personne descend de la voiture, on arrête d'afficher des informations sur le GPS parce que la personne est descendue de la voiture. Donc, ça n'a plus aucun intérêt de lui afficher des informations sur le GPS. Par contre, il a sa tablette. Donc, les mêmes informations, hop, elles vont switcher automatiquement sur la tablette. Et je vais juste vous montrer la partie la plus fun. Ça, c'est la tablette. Donc, en 2011, c'était waouh. On a des informations sur... C'était pas une vraie tablette, c'était un ordinateur, c'était un Q10. Ordinateur Microsoft de l'époque. Portable. Vraiment portable. Et la partie la plus intéressante, voilà, c'est ce qu'il voit dans ses lunettes. Le moment où il baisse son casque, si on sait que la personne cherchait une vanne et qu'elle ne l'a pas trouvée par ses propres moyens, parce que vous allez le voir, souvent les vannes sont sous les voitures, évidemment. Les voitures ont cette fâcheuse tendance à se garer. Là où il y a des vannes, du coup, le système détecte la présence du casque et reconfigure les services. Donc, du coup, la vanne numéro 3 qu'on cherchait va s'afficher directement en ERA, donc dans le casque. Et ça aurait pu permettre de résoudre la problématique qu'on a vue tout à l'heure, où le bonhomme, il cherchait sa vanne, et il a fini par pas la trouver. Avec ce genre d'outil, il aurait pu, peut-être, si le SIG est à jour, bien sûr, l'information géographique est à jour, il aurait pu la trouver. Donc voilà comment apporter des solutions à des vrais problèmes, à des vrais pinpoints utilisateurs qui font que même un utilisateur qui n'est pas convaincu de base, qui n'est pas fan de base de technologie, va dire waouh, parce qu'on résout ses problèmes. Et je vais conclure sur un dernier exemple, très récent pour le coup, mais j'ai le droit de le montrer parce qu'on a une vidéo qui est sur YouTube. Dans le domaine de la défense, je vous ai dit, j'aime bien tout ce qui est milieu critique parce que c'est là où l'apport du facteur humain est potentiellement monstrueux en termes d'erreurs humaines, de fatigue, etc. Je vais vous montrer une petite vidéo dans laquelle on voit un jeu. C'est nous qui avons créé le jeu. C'est un petit serious game qui vous met dans une situation réelle d'opérateur sonar. Donc, on vous demande de détecter un bruiteur suspect, notamment un sous-marin ennemi, dans une zone portuaire où il y a potentiellement beaucoup de bruiteurs qui vont apparaître sur le radar, sur le sonar. Donc, un de ces trucs-là qui va apparaître à l'écran est potentiellement dangereux, donc il faut se dépêcher de l'identifier. Pourquoi on a fait ça? Pour mesurer et détecter la charge mentale. Charge mentale égale risque d'erreur humain. Je vous la fais très courte. Plus la charge est importante, plus la personne risque de passer à côté d'une information clé. Donc aujourd'hui, dans le milieu naval, et pas que, dans le milieu de la défense en général, on a besoin le plus possible de détecter en amont la charge mentale
pour mettre en œuvre des solutions qui peuvent être l'IA ou qui peuvent être le support d'un collègue ou autre, pour éviter à la personne justement de faire l'erreur ou de passer à côté de l'information qu'elle aurait dû voir ou de perdre du temps tout simplement et voir une information clé avec quelques millisecondes de retard, ce qui peut être rédhibitoire. Donc c'est pourquoi on a codé un jeu nous-mêmes, parce que dans ce jeu-là, on maîtrisait la charge mentale, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des bruiteurs, on savait exactement combien de bruiteurs par seconde il y avait et on avait augmenté la difficulté de la tâche dans le temps. Donc, plus le temps avançait, plus la tâche devenait difficile à réaliser pour pouvoir montrer une augmentation de la charge mentale qu'on a réussi à montrer en analysant la pupille des utilisateurs. Hop, donc je vous mets une petite vidéo que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube, qui est publique, qui vous montre comment on a fait ça. C'est avec toujours du eye tracking, je pense que ça ne vous surprend pas. Je reste fan de cette technologie. Et aujourd'hui, dans des contextes simples, au sens où l'opérateur est assis, la luminosité ambiante ne change pas, la luminosité de l'écran ne change pas, on est capable, uniquement par analyse de la pupillométrie, donc de la dilatation pupillaire, d'avoir de bons indicateurs assez fiables de cette charge mentale. Donc là, vous avez une explication du jeu, donc ce que la personne devait faire. Et on a reconstruit un vrai sonar. Donc c'est une maquette, mais ça fonctionne. Il y a quand même un certain nombre de paramètres, pas tous les paramètres possibles et imaginables, mais bien sûr. Mais il y a quand même un certain nombre de paramètres. Il y a du Doppler, il y a quand même des structures fines. Il y a des données que dans la vraie vie, un opérateur va réellement analyser pour détecter le bruiteur suspect. Et ça, c'est les images eye tracking qui vont avec. Donc, on a un AZT et un PPI, donc de données corrélées, de visualisation corrélée. Là, on va voir, donc voilà, qu'est-ce qu'on a mesuré. On a pu démontrer qu'on arrive à passer d'un état à un repos avec une certaine dilatation pupillaire à un état de plus en plus grand de pupille en fonction du nombre d'éléments à traiter. Le tout, voilà, juste avec un eye tracker. Je ne sais plus si on le voit dans les mains. Non, on a dû le voir rapidement tout à l'heure. C'est la petite barrette qui était sous l'écran à un moment donné. Donc, c'est quelque chose qui peut être tout à fait déployé aujourd'hui en vrai, dans des milieux critiques. Il y a des trackers qui sont sous forme de barrette si on est assis devant un écran. Il y a des trackers sous forme de lunettes pour tout ce qui est contexte dans lequel l'utilisateur bouge, se déplace, etc. Donc, la technologie aujourd'hui est assez fiable. Il suffit de savoir analyser ces données-là, mais on a fait un projet qu'on a terminé en mars, toujours avec I3S, avec des industriels du domaine nucléaire en particulier, dans lesquels, pareil, on essaie de faire ça. On essaie de mesurer la fatigue, le stress, le risque d'erreur humaine, entre autres avec l'eye tracker. Là, l'opérateur, il est dans des usines, donc il bouge. L'eye tracker n'est pas suffisant lui tout seul, parce qu'il suffit que la personne sorte à l'extérieur, il y a de la luminosité, il aura une réduction de la taille de la pupille. Et là, qui n'est pas lié à du cognitif, c'est lié à du physiologique. Donc, ça ne suffit pas d'avoir la pupille. Il faut enregistrer le rythme cardiaque, il faut enregistrer la microsudation, il faut enregistrer plein d'autres données. Et c'est ce faisceau d'indicateurs qui va nous permettre de dire il y a danger, il n'y a pas danger, il y a risque d'erreur, il n'y a pas risque d'erreur, etc. Donc, on en est sur ces problématiques-là avec Jean-Yves, Stéphane, etc., et les collègues des 3S. Et ce projet, il vient de se terminer en mars de 2023. Voilà, pour moi, la présentation est finie. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Bravo. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ça vous dérange si je pose une question en anglais? OK. So I would like to know a little bit more about the measurement of cognitive ergonomy. Yeah, so what are the different measures that you can do? Because, I mean, as computer scientists, we're interested in quantifying things, right? So how can we quantify, how can we measure, how can we draw conclusions? And I'm asking this in the context of the regulation of the online interfaces. Maybe you've heard about the Digital Service Act that came out in Europe, and it has a specific article on prohibiting online platforms to manipulate or deceive users. And then it has the specific phrasing in the end that impairs their ability to make free and informed decisions.
And, the lawyers don't know how to measure that. And I have a feeling that this kind of approaches could be useful. Huge question. Just, whatever thoughts you have in things. Maybe I will answer in French for other people, and maybe people connected are not familiar with the English. So, donc, mesurer l'humain a toujours été mon dada. Et c'est tout à fait possible. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut étudier, à quoi on s'intéresse. Mais il y a énormément de mesures déclaratives, comportementales. Il y a énormément de paramètres qu'on peut enregistrer. On prend par exemple la charge mentale. La charge mentale, il y a des questionnaires qui existent. Le questionnaire le plus connu, c'est le NASA TLX. Donc, c'est un questionnaire de la NASA. Ce pas nous qui l'avons inventé. Donc, c'est un outil qui permet à l'opérateur de auto-évaluer sa sensation de charge mentale. Donc, c'est des outils qui existent dans la littérature depuis 30 ans. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime bien la partie comportementale à corréler avec le déclaratif, si ça se corrèle. La plupart du temps, ça devrait, mais pas toujours. Par exemple, l'eye tracking. Donc, selon la problématique qu'on étudie, aujourd'hui, dans la littérature, il y a forcément des variables dépendantes, si on veut vraiment utiliser le terme, qui nous permettront d'étudier la variable indépendante qui nous intéresse. On a des indicateurs pour la fatigue, on a des indicateurs pour le stress, on a des indicateurs pour l'attention visuelle, bien évidemment, on a des indicateurs pour tout. Donc, les mesures de l'humain, elles sont là. On a plus de difficultés à maîtriser les biais, parce qu'il y a une tonne de biais quand on travaille sur l'humain, qu'à dire est-ce qu'on peut mesurer ceci ou cela. On peut mesurer pas mal de choses, en fait. Donc, c'est des protocoles qui risquent d'être compliqués ou contraignants ou voilà, alambiqués à monter. Après, évidemment, quand on enregistre l'humain, il faut le consentement de l'humain en question. Et effectivement, quand on enregistre dans des usines, une des problématiques qu'on a, c'est que l'opérateur, il nous signe une décharge comme quoi il est au courant qu'on va enregistrer ses mouvements des yeux avec l'eye tracker et qu'il est d'accord, il sait à quoi ça sert, il nous donne son accord éclairé, etc., etc. Mais dans la vidéo, on va voir d'autres personnes. Et là, on a un souci au niveau des données. Donc, il y a des algorithmes qui vont nettoyer la vidéo pour enlever tous les visages humains de personnes qui n'ont pas donné leur consentement. Donc, c'est compliqué, c'est contraignant, mais c'est des choses, à mon avis, qui vont être à un moment donné automatisées parce qu'on a le problème dans beaucoup de milieux métiers. Peut-être pas dans des choses comme le naval, où on est dans un milieu où on va demander le consentement à tous les opérateurs, il n'y en a pas 12 000, donc ça va. Mais dans une usine, oui, je peux croiser un prestataire, et le prestataire, je ne sais pas qui il est, il n'a pas donné son consentement à son image. Donc oui, là, je vais avoir un souci. Mais il y a moyen de traiter ces données, et l'oculomètre, l'eye tracker qu'on utilise depuis des années, il fonctionne de plus en plus par intelligence artificielle. Donc je pense qu'ils vont fournir des solutions à un moment donné où automatiquement, on n'aura même pas besoin de savoir qu'il y avait un visage humain dans la vidéo, il va être enlevé en automatique. Donc, en tout cas, voilà, ce qui est fondamental, c'est d'avoir le consentement libre et éclairé de l'utilisateur qui sait qu'on enregistre ces données, il sait pourquoi on les enregistre et il consent ou pas à une utilisation dans un cadre expérimental. Les données, on va les garder 3 mois, on ne va pas les garder toute la vie. Il y a eu des données avec EDF, typiquement, on les a traitées, on les a virées. Du moment où on tient les engagements qu'on a vis-à-vis des utilisateurs, il n'y a pas de souci. Après, je pense que oui, la loi doit encore beaucoup évoluer là-dessus parce que potentiellement, on a des données humaines bien moins, consensuelles, quoi. Je sais pas mal d'autres questions, mais je laisse. C'est ma question. On pourra en reparler après si vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, merci pour cet exposé. J'ai une question qui est plus à la frontière de la psychologie et psychologie cognitive. De mon expérience, les gens qui développent les systèmes, c'est les développeurs et des chefs de projet. Et la plupart des profils qu'on observe, c'est en fait soit des gens qui n'ont absolument rien à foutre de l'expérience utilisateur, ou alors des gens qui croient en avoir quelque chose à faire, mais qui ne demandent jamais aux vrais utilisateurs, ou alors qui demandent aux utilisateurs, mais qui après ne testent jamais leur design auprès des vrais utilisateurs. Et lorsqu'on essaie de faire comprendre ça à des chefs de projet, on a des freins qui sont absolument énormes. Par exemple, moi j'ai déjà entendu, on ne va certainement pas demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent, parce que de toute façon, ils ne vont jamais être d'accord entre eux. Alors on leur dit, c'est pas le problème, mais bon, voilà. Ou alors on ne va certainement pas leur faire tester parce qu'ils vont nous emmerder. Mais ça, c'est pas... Oui, mais nous, on l'entend tout le temps. Voilà. Alors, je ne vais pas donner plus de détails. Je suis peut-être filmé, donc peut-être qu'on saura d'où ça vient.
Mais donc ça, on l'a en permanence. Et donc, vous avez forcément déjà eu ce type d'expérience. Tout. Et est-ce que vous avez des pistes? Mais clairement, parce que sinon, je n'aurais pas une boîte depuis 20 ans. Parce que, voilà, je dois y lire, mais c'est pas juste des commentaires. Enfin, je dois arriver à dépasser ces points de blocage-là. C'est au final relativement simple. C'est-à-dire que moi, déjà, j'apporte des solutions concrètes. J'apporte pas juste un avis des utilisateurs. Parce que c'est vrai, les gens peuvent se contredire entre eux, les gens peuvent changer d'avis, les gens peuvent ne pas savoir ce qu'ils veulent. C'est vrai, l'humain est compliqué. Mais nous, notre métier, c'est de dépioter tout ça, de formaliser tout ça, d'en tirer quelque chose qui soit consensuel et valable. Parce que s'il suffisait d'écouter les gens, il n'y aurait pas besoin d'ergonomes. Il suffirait de dire « Hé, toi, tu veux quoi ? Ah ben, le bouton à gauche, tu veux, je te le mets à gauche. » Mais non, c'est pas si simple que ça. Donc, il faut des professionnels qui aient la crédibilité pour ça et qui apportent des choses concrètes. Parce que ce que ne peut pas dire l'informaticien, c'est se prendre la tête. Et qu'on lui fait comme si « Ah ben non, il faut faire comme ça, mais non, ça ne va pas plaire, ça ne va pas marcher. » Il veut qu'on lui simplifie la vie, l'informaticien. Et bien nous, on lui simplifie la vie. On arrive avec une maquette de tout le front-end, avec les specs qui vont bien, les composants qui vont bien, la CSS qui va bien. Voilà, il est content. Et personne ne va venir râler derrière pourquoi ça ne va pas. Et il est encore plus content. Ça, c'est les arguments pour le chef de projet ou l'informaticien. Après, il y a les arguments monétaires. Alors là, ça, franchement, il y a énormément de use cases. Et même moi, j'ai décroché des projets en montrant ça. Hein. Quand vous arrivez à montrer le gain de temps ou le gain d'argent que vous pouvez déclencher grâce à une interface plus ergonomique, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Il y a eu un projet, je ne dirais pas pour qui, mais dans le domaine militaire. C'était à interface quasi identique. Nous, on avait bossé sur la version export. Il y avait une version française pour laquelle l'État n'avait pas payé pour la version ergonomique. Et c'était quasiment le même produit. Côté français, il y a eu 168 change requests. 6 mois de boulot. Nous, on en a eu 2. Voilà. Et ça, c'est des arguments. On se dit, bon, la prochaine fois, on n'a pas les ergonomes quand même. Hein. Parce que voilà. Donc, c'est du temps, c'est de l'argent. C'est voilà, c'est pas que... Moi, je ne mets jamais en avant le confort utilisateur. Parce que ça, effectivement, l'informaticien, il n'a rien à faire du confort utilisateur. Il n'est pas là pour le confort utilisateur. Moi, je lui parle de son confort à lui parce que je vous parlais tout à l'heure des pain points. Moi, je m'intéresse au pain point utilisateur final. Mais l'informaticien est un utilisateur aussi. Hein. Il a ses pain points. Il a ses problématiques à lui. Moi, je m'intéresse à lui comme je m'intéresse à l'utilisateur final sur le terrain. Donc, pour moi, c'est un utilisateur comme un autre. Donc, je dois lui parler de ce qui est important pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner du temps et qu'on l'embête le moins possible. Eh bien, on va faire en sorte qu'on l'embête le moins possible. Le financeur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut gagner de l'argent. On va lui apporter des réponses sur comment gagner de l'argent, comment économiser de l'argent, comment réduire les accidents du travail, etc. etc. Il faudra le bon KPI en fonction du projet, bien évidemment. Hein. Si on est dans le e-commerce, ce ne sera pas les mêmes KPI qu'à dans l'industrie. Mais voilà quoi. Donc, il faut trouver de l'argument qui résout le pain point de l'interlocuteur. Et les informaticiens, ils en ont plein. Parce que même les informaticiens qui vous disent les utilisateurs, ils servent à rien, ils ne comprennent rien, ils veulent faire du bon boulot quand même. Ils ne veulent surtout pas qu'on vienne leur dire que tu as mal fait ton taf. Non, on est là pour leur éviter ce genre de remarques. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment très intéressant et les discussions autour aussi. J'ai une question plus générale qui est peut-être un peu compliquée, mais tout ce que tu présentes là, ce sont des techniques qui sont alors dans les environnements industriels, on les comprend très très bien. Mais la psychologie cognitive, elle est utilisée pour des nudges qui vont aller dans le bon sens, pour avoir un peu un côté paternaliste qui va amener les gens à consommer moins d'eau ou avoir des comportements un peu plus vertueux. Mais on les retrouve aussi dans les design patterns de tous les réseaux sociaux et qui sont au cœur de la captation de l'attention. Et du coup, tu vois, les travaux que tu fais, ils ont évidemment des usages positifs et négatifs. Est-ce qu'on a moyen de réguler ça ? On parlait du Digital Services Act. C'est un peu au cœur de ça, c'est-à-dire on leur demande d'avoir le consentement éclairé des utilisateurs. On aimerait bien que ces plateformes mesurent la fatigue numérique des utilisateurs pour leur dire là, il est grand temps d'arrêter parce que je pense que tu fais plus du tout attention à ce que tu fais. Mais en même temps, si on leur donne les moyens de le mesurer, qu'est-ce qu'ils vont faire de la mesure à part informer l'utilisateur ? Enfin, donc c'est hyper important. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il n'y a rien, il n'y a pas de charte éthique. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est pas une loi ou un acte. Il faut que les UX designers signent une charte éthique, comme un médecin signe une charte éthique ou un serment d'Hippocrate qui lui fait dire « Moi, je ne suis pas là pour faire du mal à mes patients. » Ben, nous, on peut faire du mal à qui on veut, parce qu'on a les armes pour. Donc la psychologie cognitive est une arme. On peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient.
Oui, mais vous avez parlé de l'intention et des intérêts des acteurs différents, mais souvent, dans ce système, les intérêts, ils ont un conflit. Alors, on a des idées. Exactement. Et quand on a des conflits, comment on gère ça? Parce que pour l'instant, c'est les compagnies qui gagnent. Elles utilisent ça pour gagner l'argent, mais ouais. Fortnite tout à l'heure, et Fortnite est typiquement l'exemple de on est allé trop loin. Parce que Fortnite a été conçu par une psychologue cogniticienne qui sait très bien de quoi elle parle, qui sait très bien te rendre accro à ton jeu, qui sait très bien te pousser à mettre tout ton salaire mensuel dans ton jeu. Il n'y a pas de limite. Les gens la félicitent, bravo, bravo. Ok, très bien. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, c'est à notre bon vouloir de dire je privilégie l'utilisateur ou je privilégie mon client. C'est pour ça qu'il y a les lois, mais ils sont pour l'instant très loin On est très loin de contraindre un UX designer. Ouais, ça doit venir. Quand je parlais de cadre légal qui doit évoluer, il y a aussi ça qui doit évoluer dans le cadre légal, c'est évident. Parce qu'il y a 10 ans ou 20 ans, personne ne comprenait l'intérêt de l'ergonomie. Aujourd'hui, on a compris qu'on peut s'en servir pour effectivement manipuler. Parce que là, c'est la frontière entre la persuasion et la manipulation. C'est à vous de définir où elle est, quoi. Ou parfois, on la dépasse. Mais moi, j'ai mon éthique à moi, mais non, je ne peux pas vous dire qu'il y a une charte qu'on a tous signée. Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc clairement, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui vous met en place des choses. Est-ce que tu as déjà refusé les propositions de l'entreprise qui demandait surtout de signer des... Non, pour l'instant, non. Il y a des débats en interne dans la boîte sur, par exemple, le domaine militaire. Moi, j'ai aucun problème avec le domaine militaire parce que pour moi, la meilleure défense, la meilleure attaque est la défense. Donc, il faut être prêt. Il faut avoir une force dissuasive. Donc, il faut avoir des outils qui sont bien foutus pour éviter les guerres. Civis pacem parabellum, donc, comme disaient les Romains. Donc, moi, j'ai aucun problème à bosser sur des projets de ce type-là. Après, pour moi, c'est comme la bombe H. Le mec qui a inventé la bombe atomique, il ne voulait pas forcément exterminer les gens. La médecine nucléaire, elle est basée sur la même technologie. Donc, on en fait ce qu'on veut de cette technologie. Donc, ça m'est jamais arrivé d'avoir un cas de conscience. Mais si ça devait arriver, je refuserais, bien évidemment. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir une boîte. Je ne dépends pas d'un client. Donc, s'il y en a un qui me demande quelque chose, je sais pas, pédopornographique ou n'importe quoi, mais clairement, je dirais non. Ça, c'est évident. Après, c'est à l'éthique de chacun. Merci beaucoup. On arrive à la fin du temps imparti. On avait une question en ligne sur la question d'éthique, mais tu as partiellement répondu. Est-ce que tu veux peut-être ajouter une question qui demande l'existence d'une charte? Non, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Même les Américains qui sont plus avancés que nous, je ne crois pas qu'il y ait un document consensuel aujourd'hui écrit. On aime beaucoup à le réclamer. Clairement, moi, je suis la première à le réclamer, mais pour l'instant, il n'y a rien qui puisse nous protéger nous-mêmes des dérapages d'un client un peu trop... Et les Américains sont plus avancés que l'Europe, alors? Sur la user experience, tout ça, les tendances viennent des États-Unis. Ce n'est pas du tout des tendances françaises. Désolé. Comment? C'est parce que tu travailles chez Meta. C'est d'autres. Ouais, sûrement. Bon, je propose qu'on en reste là. Il y a un café qui sera servi dans le hall pour prolonger les discussions. Merci beaucoup, Teresa, d'avoir accepté l'invitation.